Zétéo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour aux auditeurs de Zétéo, bienvenue pour un nouveau podcast Zétéo. Je m'appelle Guillaume Devoux. Je suis très heureux de recevoir pour ce nouveau podcast un nouveau témoin, un économiste et en même temps un humaniste qui va nous éclairer sur les enjeux que nous sommes en train de vivre. Pierre-Yves Gomez, bonjour. Bonjour Guillaume. Pierre-Yves Gomez, merci d'avoir accepté cette invitation à participer à ce podcast. Pierre-Yves Gomez, vous êtes professeur, directeur de l'IFGE, c'est-à-dire l'Institut français de gouvernement des entreprises à la Business School de l'EM Lyon. L'EM Lyon, ça veut dire quoi, EM en fait? École de management. En anglais, Business School, et en français, école de management. École de management très connue en France, en fait. Vous êtes en même temps conférencier, chroniqueur au Monde, vous êtes enseignant et chercheur, et à ce titre, vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages qui sont consacrés la plupart du temps à la gouvernance en entreprise, au travail, à la dimension humaine du travail. Vous êtes aussi un fervent adepte de la doctrine sociale de l'Église. Vous avez notamment créé en 2006 le parcours Zaché, que de nombreux auditeurs connaissent, dont on reparlera sans doute au cours de cet entretien. Pierre-Yves Gomez, nous sommes mi-septembre. Nous vivons une rentrée très différente de toutes celles que nous avons vécues ces dernières années à cause de la crise que nous vivons depuis le début de la pandémie du coronavirus. J'aimerais vous demander, selon vous, qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment ? On est en train de vivre une tentative de redémarrage d'une société qui ne sait pas très bien pourquoi et vers où redémarrer. On a vécu un arrêt très brutal, inattendu, après une période excitée, agitée, frénétique. Et cet arrêt brutal, il n'est pas si facile que ça à accepter et à digérer. Et donc, je crois qu'on vit une période assez étrange où on se dit qu'il faudrait bien que ça redémarre, mais qu'on n'est pas totalement persuadé qu'il faille redémarrer comme avant, malgré les discours comme ça encourageants. Il faut que ça reparte, mais on sent bien que la vraie question, c'est repartir, certes, mais où ? Voilà, je crois où on en est. Ce que nous sommes en train de vivre, Pierre-Yves Gomez, c'est une crise économique, sociale ou plus que cela ? Je crois que c'est plus que ça. C'est une crise de croissance. Dans la vie, il y a des moments qui sont des crises qui marquent des seuils, des passages. L'adolescence, la quarantaine. Eh bien, je crois que notre société vit ce type de crise. Une crise, encore une fois, où on se demande pourquoi on doit redémarrer, pourquoi on doit retravailler. Et pourquoi, c'est pas, vous voyez, une question métaphysique générale. C'est pour, plus loin, quoi ? Pourquoi faire ? Voilà, qu'est-ce qu'on attend de cette société, de cette économie ? Donc, je crois que, bien sûr, qu'il y a une crise économique. Il y en aurait une à moins, puisqu'on a arrêté une activité pendant 3 semaines dans le monde entier, 4 milliards de personnes. Donc ça, c'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est sûr que ça crée une crise. Bien sûr qu'il y a une crise sociale parce que ce temps a exacerbé les différences entre ceux qui peuvent s'exiler à la campagne et ceux qui ne peuvent pas, ceux qui doivent assurer des métiers difficiles, frontaux, et ceux qui peuvent, qui ont plus de latitude, entre ceux qui peuvent télétravailler ou pas, ceux qui ont de l'argent de côté, ceux qui n'en ont pas. Bref, ça, il y a une crise sociale. Mais plus que ça, je crois qu'il y a une crise de la direction, de l'énergie à remettre dans la société pour redémarrer. Vous avez même employé dans une récente intervention ce terme qui est très fort. Vous avez parlé d'une crise dépressive et je pense que vous n'aviez pas dans ce mot que l'acception du terme purement économique. On parle de dépression parfois dans les périodes de crise financière. Vous vouliez voir plus que ça. J'invitais à réfléchir sur le fait qu'il y a des dépressions qui sont plus profondes que de simples arrêts ou régressions de l'activité économique. Elles touchent le ressort de l'économie. L'économie, en fait, c'est une des motivations de notre vie collective.
Il y a des motivations de tout ordre, sociaux, culturels, spirituels, mais il y a aussi des ressorts économiques, parce que nous produisons et nous devons échanger. Mais le pourquoi nous échangeons, l'énergie qu'on met dans le travail pour pouvoir produire, tout ça, ça nécessite j'allais dire une foi, c'est excessif, en tout cas des croyances fortes quant à l'intérêt, quant à l'opportunité, quant à l'avenir, quant à ce que produit cette économie. Et je crois qu'avec la crise générée par la Covid, donc cette épidémie, ou cette épidémie qui aurait pu en être une, bref, une question qui existait déjà depuis des années est devenue soudain particulièrement vive. Où va-t-on et à quoi ça sert de s'agiter autant? Alors, de s'agiter autant pour produire, pour consommer, bon. Et donc, ce que j'ai appelé une crise dépressive, c'est une crise où, au-delà de la dépression économique, comme dans une dépression nerveuse, si vous voulez, on cherche un ressort pour redémarrer. Oui, vous avez même employé le mot, on est un petit peu en train de vivre une sorte de crise de nerfs qui est également créée par tous ces phénomènes de distanciation sociale, de gestes barrières, que l'autre devient tout d'un coup une méfiance, donc le ressort social est cassé en quelque sorte. Voilà. Alors, si vous voulez, il y a deux idées. L'idée de dépression dont on vient de parler, le fait que nous recherchons un ressort pour nous retrouver, de trouver de nouveau un avenir commun, y compris en réalisant des projets économiques. Ça, c'est la dimension dépressive. Et puis, il y a la dimension crise de nerfs, parce que je pense que depuis maintenant 6 mois, depuis le mois de février, on vit dans une sorte d'escalade gestionnaire, d'agitation, d'obligation, de normalisation, de tentative de contrôler une situation incontrôlable, et qui a créé, à l'opposé de la dépression, un excès d'agitation pour essayer de contrôler. Et ça a donné une société très étonnante, où on a inventé, par exemple, cette idée de geste barrière, qui pour moi est vraiment une idée assez originale dans l'histoire de l'humanité, parce que fonder une société et un vivre ensemble sur des gestes barrières, des gestes qui font barrière, ça nécessite de retravailler ce que signifie la relation à autrui. Et alors, nous l'avons vécu. Nous sommes passés en 6 mois d'une société qui se targuait d'être ouverte, anti-foulard, anti-burqa, vous voyez, très ouverte, dénudée, si vous voulez, à une société qui se masque, où moi j'ai des cours, où j'ai devant moi des amphithéâtres de personnes voilées, qui se protègent les uns des autres, qui s'assoient à 1 mètre les uns des autres. Bien sûr que tout ça, c'est de l'excès, et que tout ça, c'est du théâtre aussi. C'est la grande mise en scène de la crise pandémique. Il y a aussi de ça. Je dis pas qu'il fallait pas le faire. Je parle pas du jugement sur ce qui a été fait. Je dis simplement qu'il y a aussi de la théâtralisation du drame épidémique, c'est sûr. Et c'est sûr que tout le monde n'est pas aussi suspicieux vis-à-vis de son prochain qu'on pourrait le croire si on écoutait cette espèce de normalisation et ces invitations à se méfier les uns des autres. Je vous dis ça, et je constate à moi-même qu'il y a quand même une suspicion latente vis-à-vis d'autrui aujourd'hui. Je ne prendrai pas le métro à Paris avec la même désinvolture que je ne le prenais il y a 6 mois. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai eu un contact avec une personne et on parlait de coronavirus, et j'ai vu cette personne reculer. Comme si la présence invisible de cette chose-là pouvait créer, alors peut-être pas nécessairement entre nous, mais entre les personnes, une suspicion, un doute. Alors c'est d'autant plus original dans une société qui était très fondée sur la consommation, et sur, notamment la société occidentale postmoderne, sur la fusion, sur le contact très, très, très proche. Vous savez, et je parlais tout à l'heure de société dénudée. Vous voyez, le fait que on avait à l'égard du corps une relation très franche et même plutôt impudique. Et soudain, en 6 mois, voilà qu'on se recroqueville en quelque sorte, en introduisant à l'égard non pas de l'autre, mais de l'inconnu. Pas de tout autre, évidemment, pas des amis, mais de l'inconnu. On introduit une possible suspicion. Ça, c'est très nouveau. Donc on a beaucoup d'éléments pour craindre en fait ce monde d'après qui ne fait que commencer. Vous le craignez vous-même? Ah, pas du tout.
Ah non, pas du tout. Moi, je pense que alors d'abord, le monde d'après, le monde d'avant, depuis 60 ans, j'entends qu'on parle de monde d'après et d'avant. C'est un tic de langage qui est introduit notamment par Emmanuel Macron dans sa campagne et qui est devenu voilà une sorte de prêt-à-penser. Monde après quoi le monde a toujours évolué, évolue, évoluera. Est-ce qu'il faut craindre l'évolution? Il faut pas craindre plus l'évolution que la vie. La vie continue et change. Et évidemment, nos grands-parents pouvaient craindre l'arrivée du train et de je ne sais quoi, de la pénicilline. Et puis voilà. Et puis on s'est habitué. Et puis nos petits enfants seront habitués à des choses qui nous étonnent aujourd'hui. Donc il y a rien à craindre. En revanche, il y a à s'interroger, il y a à rester curieux et à rester évidemment vigilant et attentif au monde qui est à la façon dont le monde est en train d'évoluer. Et je le répète, on est passé d'une sorte de désinvolture comme art de vivre à une suspicion comme manière nécessaire de vivre ensemble. Ça, c'est nouveau. Moi, plus que le craindre, je suis curieux, attentif, vigilant à ce que ça peut produire. Vous êtes curieux, attentif, vigilant. Vous êtes aussi acteur, puisque vous êtes en même temps enseignant, donc vous formez en même temps les élites de demain. Je voudrais vous demander, vous êtes en même temps observateur, vous êtes chercheur, vous êtes en même temps chrétien. Comment est-ce que vous voyez les possibilités d'un changement positif pour ce monde d'après, si pour autant qu'on construise un monde un peu meilleur sur la base de ce qu'on vient de vivre? Déjà, par principe, et peut-être par choix lié à ma foi, je ne vois que les choses positives. Si vous voulez, s'intéresser aux évolutions négatives, c'est intéressant éventuellement pour le scientifique, qui peut avoir des tendances négatives, mais ce qui est intéressant pour l'homme d'action, pour le citoyen, pour celui qui participe au monde, c'est d'aller chercher ce qui va corriger les tendances négatives ou améliorer, en tout cas, produire du beau, produire du bien, produire du juste, produire du vrai. Donc c'est ce qui m'intéresse, de toute façon. Tout en restant réaliste. Je suis réaliste. Bon, je vois évidemment qu'il y a des tendances qui sont d'ailleurs négatives ou positives, des choses, voilà, qui ont tendance à évoluer. Mais parce que je suis réaliste, je sais que ce qui fait le monde, ce sont pas les tendances, c'est ce que les acteurs vont en faire. C'est ce que les personnes qui vont s'engager, qui s'engagent en font. Et je vois des tas de choses très positives. Oui, des gestes innombrables qui sont des gestes de solidarité, des gestes pour construire une société plus juste. Oui, je ne crois pas que nous soyons dans une période de l'histoire où on peut dire qu'il y a une indifférence et un désengagement vis-à-vis de la transformation du monde. Il y a énormément d'activités qui concernent les chrétiens et les non-chrétiens, qui concernent toute forme de pensée politique, énormément d'acteurs qui s'engagent depuis l'écologie jusqu'à l'aide aux enfants en difficulté. Il y a énormément d'engagement. Donc, c'est par réalisme que je regarde les choses plutôt positives. Vous voyez, et parce que le monde a toujours évolué, parce que des gens engagés, sérieux, l'ont fait évoluer positivement. Donc, il y a à peu près 10 000 ans que la civilisation humaine se sera arrêtée. La civilisation humaine n'est portée que par les gens bien, quelle que soit d'ailleurs leur aspiration, par les gens bien qui retrouvent le bien avec un B majuscule, le beau et le vrai à travers leurs gestes. Donc voilà, je suis pas naïf, je suis pas alors pour le coup, je crois pas du tout bisounours ou béni oui, je constate simplement que quand j'ouvre les yeux, je vois des tendances, comme je vous l'ai dit, sur lesquelles il faut être vigilant, des transformations, bon, mais je vois aussi des éléments positifs. On parlait tout à l'heure des gestes barrières, des suspicions, mais en même temps, comme on a pris l'habitude de le dire, on a vu des gens se rapprocher les uns des autres, redécouvrir la vie de famille, on a vu des gens retrouver des solidarités locales, retrouver l'intérêt des circuits courts, se rendre compte que la consommation effrénée non seulement ne les rendait pas particulièrement heureux, mais qu'ils pouvaient vivre sans, ce qui pose par parenthèse un petit problème pour le redémarrage économique, parce que notre économie était et est toujours fondée sur une consommation futile, largement futile. Donc, je constate qu'il y a des mouvements et qu'ils sont déjà là. Vous voyez, c'est pas que je les espère ou que je me désespère de ne pas les voir. Je les vois. Donc, je vois des possibilités de changement positif. Mais comment dire, changement positif.
voilà, c'est pas un terme que j'emploierais. Le changement est continu et il y a des éléments positifs dans le changement, et ce sont ces éléments positifs qui orientent le monde dans, dans la poursuite de son être, hein, comme on dirait en philosophie. Vous voyez, c'est le positif qui fait que la vie continue d'être la vie. Donc, c'est vrai on a beaucoup tendance à s'appesantir sur le négatif, mais on s'appesantit sur ce qui tue, sur la mort. Moi, je m'intéresse à la vie. Vous vous intéressez à la vie. Alors justement, Pierre-Yves Gomez, pour un peu illustrer vos propos pour que les auditeurs vous connaissent un peu mieux, après des études brillantes en économie, en finance, vous vous orientez vers une carrière enseignant, chercheur tourné vers la compréhension de l'entreprise, mais vous voulez d'abord vous frotter au réel. Vous avez été agent au développement économique d'une mission gouvernementale qui était rattachée au Premier ministre de l'époque, c'était Pierre Mauroy, puis Laurent Fabius. À cette époque, vous dites que vous côtoyez les dorures des palais présidentiels, des palais de l'État, et en même temps les quartiers difficiles. C'est ça? Oui, alors, j'ai quand même davantage côtoyé le crépi des quartiers difficiles que les dorures de l'État. Mais c'est vrai que j'ai pu passer. J'ai pu passer de l'un à l'autre. Et déjà à l'époque, bon, j'avais quoi, 25 ans, hein, me rendre compte de l'écart qu'il y avait entre les représentations abstraites et la réalité vécue. Vous dites qu'il y avait une déconnexion entre le discours des savants, des experts et la vie tout court, la vie humble. Voilà, ça c'est quelque chose qui me tient depuis toujours, parce que je suis moi-même pied noir, comme on dit. Je suis venu avec ma famille au moment de l'indépendance, voilà, dans des conditions difficiles, et que j'ai vécu dans ma chair, dans ma vie, j'ai vécu dans ma chair la différence qu'il pouvait y avoir entre les discours intellectuels de personnes qui expliquaient, je sais pas, les colons, enfin la situation épouvantable, et la vie que je vivais dans ma famille, une famille extrêmement modeste, d'ouvriers, qui n'étaient pas du tout colons, et qui ne correspondait pas du tout à l'image que je pouvais entendre, même à l'école primaire, même à l'école, même au collège. Vous voyez, donc je ne dis pas dans les médias, mais même mes instituteurs et mes professeurs. Et là, très jeune, j'ai eu le sentiment que il fallait chercher la vérité, quoi. Il fallait que la vérité était dans le vécu, dans la vraie vie, comme on dit, dans ce que vivent les personnes, et pas dans l'abstraction qu'on projette sur eux pour expliquer comment ils devraient vivre. Et ça, je l'ai vécu lorsque j'étais donc agent de développement économique. La différence entre des gens pleins de bonne volonté au niveau c'était un secrétaire d'État à l'époque, hein, au niveau du secrétaire d'État, des gens vraiment pleins de bonne volonté, voilà, humanistes, et la vraie vie des quartiers où vous aviez à la fois des jeunes formidables, pleins d'énergie, et puis déjà dans les années 80, hein, les trafics, les mariages forcés de filles, les communautés qui entre elles se disputaient, voire étaient en conflit violent pour pas autant la drogue qu'aujourd'hui, mais ça commençait. Vous voyez, une réalité qui ne correspondait pas à l'image un petit peu éthérée que pouvaient en avoir les gentils acteurs du développement social des quartiers, donc qui étaient réunis autour du secrétaire d'État. Donc ça n'a fait que contribuer, ce qui m'a toujours motivé dans ma vie, c'est-à-dire aller chercher le vrai, ce que vivent les gens, et comprendre le monde à partir de ce qui est vécu et pas à partir de l'abstraction. Ce qui n'empêche pas de faire de la théorie, évidemment, mais cette théorie n'a de sens que si elle aide à mieux éclairer ce que vivent les personnes. Et c'est toujours ce que vivent les personnes qui importe. Cette déconnexion entre ce discours de la science, celui des sachants, des experts, et la réalité du monde, j'ai l'impression qu'on vit justement aujourd'hui dans une sorte de révélation éclatante de cette déconnexion. On voit que les experts se contredisent à tout point de vue. Je pense notamment aux experts dans la crise sanitaire. C'est autant au niveau social qu'économique. Pourquoi, selon vous, il y a de tels dévoiements, en fait ? D'abord parce que pour être moi-même un universitaire et un intellectuel, si vous voulez, c'est très facile de s'enfermer dans une tour d'ivoire, de ne discuter qu'entre pairs et de refaire le monde derrière son écran d'ordinateur, hein.
Et même la construction de l'expertise produit la nécessité de publier, de rester entre soi et de pas aller trop s'embêter avec le réel, avec les vrais gens, parce que ils ne rentrent pas tout à fait, évidemment, dans les cadres d'analyse. Bon, ça, c'est une tendance générale, très vraie dans les sciences sociales d'ailleurs. Et puis, la deuxième raison, je ne sais pas s'il y a un dévoiement des experts, mais je crois qu'on surestime le savoir des savants. Hein. Vous savez, les savants, et notamment les savants de sciences dures, ils le font de dur, donc en l'occurrence la médecine pour ce qui concerne la pandémie, ils répètent à juste raison qu'un scientifique, il ne sait que ce que le réel lui donne à connaître dans un temps donné. Une épidémie comme celle du coronavirus, personne ne l'a jamais vécu. Donc, si vous voulez, les savants, ils sont comme tout le monde, ils tâtonnent. Et donc, quand ils tâtonnent, il y en a un qui pense une chose, l'autre pense une autre. Ce qui est original, ce qui est nouveau, c'est qu'au lieu de le taire et d'en parler entre eux, il expose dans les médias. Et donc, ça crée encore plus de confusion, la confusion générale, puisqu'on se dit, en fait, les médecins se contredisent. Mais c'est pas qu'ils se contredisent, c'est qu'ils ne savent pas. Tout ami médecin vous dira que en fait, les médecins, il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas, mais c'est normal. Voilà, un expert, il est expert dans un champ relativement limité. Et donc, on a tendance dans une société très déspiritualisée à surestimer le pouvoir des sciences et à surestimer le pouvoir des experts. C'est ce que nous apprend la crise de la Covid, c'est que retour sur la planète Terre, c'est-à-dire retour à la réalité des choses. Les experts sont comme tout le monde, ce sont des vrais gens, et les vrais gens, ils tâtonnent. Ils savent pas, parfois des choses sont prouvées, et puis des choses qui ont été prouvées sont contredites. C'est ça la vie de la science. Moi, je crois qu'il y aura une crise morale dans les années qui viennent, du fait que on a découvert, enfin, le grand public a été placé, il n'a pas découvert, mais il a été placé devant ce que le scientifique sait, mais qui pouvait être pas bien perçu, c'est que la science, non seulement ne sait pas tout, mais encore une fois, tâtonne. Et que la science ne peut pas remplacer la foi. Et pourquoi parlez-vous d'une crise morale dans les années qui viennent ? Vous pensez, elle est déjà là, cette crise morale ? Vous pensez simplement qu'elle va augmenter ? Simplement, je pense que, encore une fois, on avait surinvesti les dernières années sur les miracles que permet la science, les fameux miracles du progrès, de la technologie, tout ce qu'on peut, voilà. Et on a surestimé le pouvoir des scientifiques et des experts en général, y compris des technocrates. On l'a surestimé. Quand on est scientifique, ça paraît évident. Tout scientifique sérieux vous dira que ce qu'on raconte sur l'intelligence artificielle, c'est évidemment très largement surestimé, et que ce sont des belles histoires qu'on raconte pour récupérer de l'argent sur le marché financier, mais qu'en fait, évidemment, qu'on ne contrôlera pas les machines. Enfin, les machines ne contrôleront pas, comme on le dit. Bon, tout biologiste sérieux vous dira que ce qu'on raconte sur le génie génétique, c'est surestimé, parce que là aussi, il faut lever des fonds et qu'on raconte des histoires. Donc, le scientifique le savait, mais on vivait dans une logique frénétique de progrès, et d'un progrès qui allait trouver des solutions à tout. Et le progrès pouvait trouver des solutions à tout parce que les experts contrôlaient la situation. Or là, avec la Covid, on se rend compte que, encore une fois, c'est pas nouveau, que les experts évidemment ne contrôlent pas une situation, que les experts ne savent pas tout, et que même ils découvrent avec nous une situation nouvelle. Voilà. Donc, en ce sens, ce qui pouvait paraître solide dans nos sociétés occidentales postmodernes, ce qui pouvait encore paraître solide, c'est-à-dire une certaine le roc de la science, si vous voulez, on se rend compte que le roc de la science, il est surestimé. Voilà. Et en ce sens, je pense qu'il y aurait une crise. Quand je dis crise morale, j'aurais dû dire plutôt crise spirituelle, crise du sens, crise de l'esprit, crise de ce qui nous permet d'être en confiance relativement au monde qui nous entoure. Mais alors, comment on va faire, selon vous, pour construire ce monde qui commence pas sur les ruines de ce qu'on vit, puisqu'il n'y a pas de ruines, mais on est un peu perdu, on doute. Dans une de vos récentes interventions, justement, vous appelez à profiter de ce temps pour accélérer les transformations nécessaires, notamment sur les questions de l'environnement et de la société. Comment vous voyez les choses ? Oui,
comme je vous l'ai dit, moi je suis un réaliste positif, hein, donc ce qui m'intéresse c'est le positif. Et dans une période où les choses bougent comme ça, où ce qui était certain à tort est en train d'être mis en cause, je dis profitons-en pour faire avancer des dossiers dont on sait qu'il va bien falloir les faire avancer. Je pense aux dossiers de la qualité de la vie, hein, la façon de consommer, la façon de travailler, la façon de créer une société riche comme la nôtre, qui était quand même très largement dominée par la frénésie inutile et la futilité. Donc peut-être que c'est le moment d'accélérer une transformation vers une société un peu plus respectueuse des temps de l'homme, des temps de l'être humain. Et puis dimension environnementale. Bon, ça, je vais pas enfoncer les portes ouvertes, mais il est clair que si on assiste à une transformation du climat qui est maintenant irréversible, bon, que ce soit dû à l'activité humaine ou pas, c'est pas la peine d'engager des débats de façon dont on se moque un peu, parce que l'essentiel c'est que cette transformation ait lieu. Elle va toucher les générations qui viennent. Bah, c'est peut-être le moment de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut changer, comment on pourrait redémarrer pour éviter d'approfondir le problème. Puisque nous sommes dans une période de difficulté, de changement, bah, autant changer dans le bon sens. Et donc, autant faire appel aux bonnes volontés, aux intelligences pour changer dans le sens d'une société qui sera plus juste, plus belle et plus vraie. Alors Pierre-Yves Gomez, on va peut-être aller parler un petit peu plus de la doctrine sociale de l'Église. Depuis que vous êtes devenu professeur, chercheur et enseignant, vous dites que vous travaillez beaucoup sur les questions de croyance en économie, que vous analysez la place, la responsabilité de l'entreprise dans la société. Ça signifie quoi exactement et comment pouvez-vous mettre ça en relation avec la doctrine sociale de l'Église, justement ? Alors, si je vous raconte mon histoire, moi, j'ai fait une thèse de doctorat à la fin des années 80, début des années 90, donc après avoir traîné comme ça dans le monde réel, dans les banlieues, avoir créé une entreprise. Vous avez créé une entreprise où vous dites que vous étiez aventurier, bricoleur et sans complexe. C'était quoi ? C'est une bonne époque. Bah, c'était à l'époque. Bon, j'ai travaillé dans le développement social des quartiers, donc ma mission, c'était d'aider des jeunes à s'insérer dans le monde économique en créant une entreprise. Là, je vous parle des jeunes de banlieue, souvent des filles d'ailleurs, formidables, et qui montaient des petits ateliers, voilà, pour essayer de s'insérer. Pas facile, de résultats extrêmement modestes, mais voilà, on crée cette dynamique. Et à l'issue de cette expérience, au milieu des années 80, j'ai créé une entreprise pour aider des publics en difficulté, mais cette fois pas dans les quartiers en difficulté nécessairement, des personnes en reconversion, des ouvriers, pour les aider à créer des entreprises. Donc on a créé comme ça une trentaine de petites entreprises pour passer de l'inactivité à l'activité. Et ça allait de l'agence de voyage spécialisée dans les voyages dans le désert à une petite entreprise de fonderie créée par deux ouvriers licenciés d'une boîte. Vous voyez, bon, des choses comme ça, des petites choses. Mais là, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est la vraie vie des vrais gens et comment on peut aider à l'échelle humaine, quoi, à hauteur de. J'ai malheureusement pas les capacités de créer 100 000 emplois d'un coup. Donc là, on commence par éventuellement 30 fois 2 emplois. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis à l'issue de cette période, je me sentais suffisamment frotté avec le monde de l'entreprise pour pouvoir en parler sans dire trop de bêtises. Et donc j'ai commencé une thèse de doctorat. Et le hasard a voulu que je rencontre René Girard, le grand philosophe, donc le chrétien, spécialiste du mimétisme, hein, de l'imitation, du désir, du sacrifice. À ce moment-là, je n'étais plus chrétien moi-même. Voilà, je vais abandonner la foi depuis mes études universitaires, comme beaucoup de ma génération. Et donc, voilà, j'ai rencontré René Girard et j'ai fait une thèse de doctorat sur les phénomènes mimétiques en économie. Une thèse qui essaie de montrer que, en fait, lorsqu'on est rationnel, lorsqu'on prend une décision rationnelle, en fait, on prend la décision qu'on pense que les autres pensent qu'on doit prendre. La décision la plus rationnelle, c'est celle qui correspond à la croyance que les autres ont sur la décision que nous allons prendre. Exemple, faut-il rouler à droite ou à gauche ? Ben, vous ne posez pas la question. Ce qui est rationnel, c'est de suivre la convention, tout le monde roule à droite. Dans certains pays, tout le monde roule à gauche. Et il y a beaucoup de comportements comme ça où on ne se pose plus les questions parce qu'on poursuit des conventions.
Ça n'a pas plus de sens d'acheter ou de vendre, de machin. Mais si on le fait avec les autres, on a raison de le faire avec les autres. Donc j'ai fait une thèse sur cette question mimétique. René Girard m'avait beaucoup encouragé à travailler sur le mimétisme en économie. Et à partir de cette thèse, j'en suis arrivé à dire qu'en fait, tout ce qu'on croit, toutes nos croyances, sont de pure construction sociale, et que en fait, notre activité intellectuelle, nos choix, dépendent toujours des autres. On ne peut pas être libre. Et alors moi, je viens d'une génération libertaire. Hein. J'avais abandonné la foi, j'avais abandonné au nom du libertaire, au nom, vous voyez, de l'être humain totalement libre, débarrassé de toutes les vieilleries que pourrait être. Au nom du progrès intellectuel. Complètement, de la liberté, de penser, etc. Et puis là, j'en arrivais à l'issue de mon propre cheminement intellectuel par montrer que la liberté intellectuelle est impossible. C'est-à-dire que si on pousse l'hypothèse d'individualisme, c'est-à-dire que chacun cherche à agir selon sa raison, eh bien en fait, pour être vraiment rationnel, il va imiter les autres. Et donc ça, je l'ai montré je suis devenu une espèce de spécialiste de cette question, notamment en gestion. Hein. Il faut montrer par exemple que les marchés financiers, en fait, si vous voulez gagner sur les marchés financiers, il ne faut pas trop réfléchir, il faut suivre les marchés. Et donc anticiper ce que les autres vont penser, et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Et donc finalement, c'était dramatique pour le libertaire que j'étais, qui croyait vraiment et avec bonne foi dans la liberté de la conscience, la liberté de chaque personne, de chaque individu, de découvrir que cette liberté était impossible. Et donc là, on est dans les années 90, et ce qui m'a rapproché de la foi, c'est ma thèse de doctorat. Alors c'est pas que ça, évidemment, la foi, c'est toujours une relation personnelle à Dieu, évidemment. Mais ce qui m'a rapproché intellectuellement, c'est ce travail que j'ai fait, ce travail intellectuel qui était pas du tout orienté. Enfin, je cherchais pas du tout à ça, hein, évidemment. Hein. J'avais aucune quête spirituelle en ce sens. Vous ne vous y attendiez pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, même si je pressentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, qu'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner. Mais avec ces travaux, vous vous retrouvez dans un monde où vous avez montré à 33 ans, que finalement, la liberté libérale, hein, la liberté de l'individu, c'est un leurre, et qu'on est toujours attrapé par les phénomènes mimétiques, par les croyances, quoi. La croyance, elle est au cœur même de la société. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la différence en mon cœur et en mon esprit entre la croyance et la foi. La croyance, c'est adopter ce que pensent les autres. La foi, c'est un vis-à-vis avec quelqu'un et une confiance qui est donnée à une personne. C'est en toi que je crois. C'est en toi que j'ai confiance. Et c'est une relation de personne à personne, la foi. C'est une fidélité qui est donnée. Fides, une fidélité. C'est la foi. La croyance, il y a d'innombrables croyances en économie, et l'économie ne fonctionnerait pas sans la croyance. Et donc, je suis passé de la croyance à la foi. Et c'est un basculement évidemment plus important qu'un simple basculement intellectuel, parce que encore faut-il savoir en qui je mets ma confiance. À qui je peux dire, c'est en toi que j'ai confiance. Et donc ça m'a amené à un vis-à-vis qui est celui de la rencontre, évidemment, avec celui qui est le seul dans lequel on peut dire, tu es mon roc, tu es ma certitude. Et c'est comme le dit très bien Pascal, évidemment, le cœur de la foi, c'est le doute. Bien sûr que je pourrais ne pas te donner ma confiance. Bien sûr que je pourrais ne pas te dire, en toi, j'ai mis ma confiance. Je pourrais le faire, mais parce que je le fais, alors je bascule dans une autre dimension. Et toute personne qui s'est convertie ou qui a recommencé et qui a eu cette expérience, c'est de quoi je parle. Il y a un moment donné où on voit le monde de façon très différente, précisément parce qu'on a posé cet acte absolument libre. C'est en toi que j'ai confiance. C'était un basculement personnel, mais qui est pour moi est très intriqué avec mon évolution intellectuelle. Il n'y a pas deux personnes là. Il n'y a pas l'intellectuel qui a poursuivi son activité et puis une sorte de Pierre-Yves Gomez spirituel qui s'est dit tiens, et si on mettait un petit peu de Dieu dans tout ça. Non, c'est en fait ma
ma trajectoire intellectuelle qui m'a conduit à poser la question de la croyance. Mais est-ce que toute ma vie je vais être dans la croyance? Non, je veux pas. Moi, je veux être libre. Moi, je veux être quelqu'un qui exerce sa liberté. Et la seule façon d'exercer sa liberté, c'est faire un acte de foi. C'est quoi la vraie liberté? C'est ça. La liberté, c'est que je peux te dire oui ou non, et je te dis oui. Et je te dis oui. Pas je peux te dire non. C'est je te dis oui. C'est ce oui qui me singularise absolument. C'est le oui de Marie, en fait. C'est le oui de Marie qui est archétypal de ce oui-là. C'est le oui qui singularise absolument. C'est pas un oui, tiens, je vais réfléchir, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, et finalement, je vais prendre avis d'eux, et puis finalement, je vais être dans la croyance, oui, il me semble que la meilleure solution, c'est ça. C'est pas ça. C'est ce basculement qui fait dire, comment cela va-t-il se faire? Je te dis oui. J'ai basculé et je deviens quelqu'un d'autre. En fait, je deviens pleinement moi-même. Et en ce sens, je suis libre. Et alors, ce quelqu'un d'autre, Pierre-Yves Gomez, vous parliez tout à l'heure de l'évolution intellectuelle. Est-ce que je dis juste, corrigez-moi surtout si je ne suis pas juste, en disant que cette évolution intellectuelle vous a permis de découvrir que la doctrine sociale de l'Église allait devenir en quelque sorte le moteur de votre réflexion et même de votre enseignement, même si vous n'enseignez pas directement cette doctrine sociale? Voilà, conversion, la foi, la liberté. J'ai fait 4 ans de théologie. J'ai vraiment voulu convertir mon intelligence pour être sûr de ce que je disais. Donc j'ai appris le grec, j'ai appris l'hébreu pour pouvoir lire la Bible dans le texte. Voilà, je suis allé jusqu'au bout. Hein. Mais la doctrine sociale de l'Église, pour moi, ça restait une vieillerie. Comment des curés pouvaient dire des choses intelligentes sur le monde? Moi, je suis économiste, moi, je suis sociologue. Vous voyez, il y a que moi qui peux dire des choses intelligentes sur le monde. Bon, donc je n'ai pas vraiment lu quand je pensais ça, mais c'était l'idée que je m'en faisais. Et c'est d'ailleurs c'est à travers la théologie que je suis arrivé à la doctrine sociale de l'Église, parce que j'ai été amené à lire un petit peu les textes, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait que vous savez, le mot doctrine sociale est malheureux. Un doctrinat, c'est l'enseignement. Et la doctrine sociale de l'Église, c'est les propositions très générales que l'Église peut faire au nom de l'Évangile pour mieux comprendre le monde et mieux l'habiter. C'est pas du tout une doctrine au sens doctrinal, et encore moins doctrinaire. Si vous connaissez bien la doctrine sociale de l'Église, vous savez qu'il y a des grands principes, mais qu'après, il faut se retrousser les manches et y aller. Et il faut le faire, le monde. Et ça a été pour moi vraiment bouleversant. Parce que je me suis rendu compte, et vous voyez, venant d'où je venais, libertaire, intellectuel, économiste, ancré dans le monde, voulant vraiment participer au monde, travailler, je me suis rendu compte que la doctrine de l'Église, c'était pas du tout l'idéologie marxiste qui avait bercé mes années d'université, ou l'idéologie libérale dans laquelle nous sommes enfermés depuis 30 ans. C'est une proposition d'intelligence. C'est très ouvert, c'est une proposition pour l'intelligence, des grands principes. Et à partir de ces principes, trouver les voies, les moins mauvaises ou les meilleures, pour que le monde soit un peu plus beau, un peu plus juste, un peu plus vrai. Et ça m'a beaucoup plu. Alors, du fait même de ma forme d'esprit, si vous voulez, pas de carcan, pas d'enfermement, mais plutôt des perspectives intelligentes, des ouvertures, des dilatations. Et la doctrine sociale de l'Église, ça a été ça. Alors, je pourrais dire qu'elle a une place, comment dire, vous avez prononcé un terme tout à l'heure, que je m'y sois consacré. Au sens, elle a fini de me convertir, si vous voulez. Parce que elle a converti en moi l'acteur social, où je me suis dit, en tant que chrétien, en fait, grâce à l'intelligence de cette doctrine sociale, j'ai un cadre. Et c'est un cadre que je peux proposer à d'autres, qui est un cadre de vie, qui est un cadre, encore une fois, d'intelligence du monde, qui est un cadre pour agir, mais qui n'est pas du tout alors je vais pas faire de référence à d'autres religions. Vous voyez, c'est pas une sorte de code à appliquer pour faire tout bien. Au contraire, c'est une libération de l'intelligence. Et donc ça m'a donné envie non seulement de l'approfondir, mais surtout de la communiquer au sens de partager ce trésor. D'où les parcours hachés. En quelques mots, pour les auditeurs qui ne connaissent pas les parcours hachés. Alors, parcours hachés, c'est parti d'une discussion avec un prêtre qui me disait, je rencontre des tas de personnes, chrétiens, engagés, et qui sont mal dans leur vie, qui sont mal dans leur vie sociale, et qui n'ont pas les outils pour clarifier
la place du chrétien dans la société. Et moi, je découvrais à ce moment-là la doctrine sociale. Je dis, mais en fait, il y a la doctrine sociale, et qui encore une fois, n'est pas une liste de préconisations, mais qui est un cadre pour se situer et permettre une action juste. Et donc, on se dit, si on montait un petit parcours, c'était une paroisse, ça, c'était extrêmement modeste, comme souvent, on part de petites choses, et monter un petit parcours. Alors moi, je viens d'une école de management, donc on a des formes d'apprentissage, vous savez, interactives, avec des exercices, c'est comme ça qu'on apprend. Et j'ai appliqué ça, plus ce que j'avais découvert dans les parcours alpha, que j'avais suivi, que j'avais animé, comme ça, et ce que j'avais découvert en faisant l'exercice spirituel de Saint Ignace. C'est-à-dire le réalisme. Hein, il faut se mouiller, il faut parler de soi, il faut pas parler intellectuellement d'action sociale, il faut dire qu'est-ce que ça fait pour moi. Et voilà. Le parcours alpha, pardon, pour les auditeurs qui connaissent pas non plus. Parcours alpha, ce sont des parcours qui avaient été lancés en Angleterre, de découverte des fondamentaux de la foi chrétienne, par des discussions, des échanges, des rencontres amicales, et on présente les fondamentaux de la foi chrétienne à des personnes qui sont loin de la foi et qui la redécouvrent à travers l'amitié, à travers l'accueil, et à travers évidemment un peu de contenu. Mais vous voyez, pas trop intellectuel, surtout dans la relation à l'autre. Ça m'avait beaucoup plu, parce que je pense que moi, j'anime des groupes de thésards, de doctorants, de chercheurs. Notre clé de conduite, notre méthode, c'est il ne peut pas y avoir de science sans amitié. Si on n'est pas en amitié avec les autres, on va pas chercher la vérité. Eh bien, c'est vrai aussi pour l'apprentissage, par exemple, de la doctrine de l'Église. Si on n'est pas en amitié avec les personnes, si on n'est pas dans une relation fraternelle, en tout cas bienveillante avec les autres, on va pas s'intéresser à la doctrine sociale de l'Église, qui est une proposition de l'Église sur la vie sociale. Si on n'arrive pas à la vivre déjà de manière très simple, dans des petites réunions où on peut se recevoir mutuellement, ça marche pas. Donc voilà, on a créé ces petits groupes, et c'est parti, mais de manière très modeste. Voilà, je rédigeais les exercices le dimanche, je les photocopiais le lundi, et on les distribuait le lundi soir. Hein. On est vraiment dans la pratique, on est dans la vraie vie là. Hein. Et puis c'est parti de manière complètement inattendue, puisque aujourd'hui il y a peut-être 15 000 personnes qui ont suivi le parcours. Il y en a dans peut-être je sais pas, 20 pays au monde. Il y a des personnalités très connues, des auditeurs que je ne nommerai pas, qui ont suivi le parcours, voilà, qui ont été touchés à un moment donné par ça, et qui ont découvert, comme ça que j'ai essayé avec les amis avec lesquels on a réalisé ça, hein, ce que si j'essaie de faire passer, c'est il est possible d'être chrétien dans le monde, surtout pas en appliquant des règles et en se faisant mal, en appliquant des règles, des lois, mais en étant intelligent à partir de principes qui sont les principes éclairés par l'Évangile, éclairés par la présence de Jésus dans le monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, éclairé par cette présence. On rend intelligent les relations sociales, et soudain, ça devient, j'allais dire simple, c'est simple. Soudain, ça devient possible d'être un chrétien au milieu du monde. Voilà ce que j'ai essayé de faire. Alors concrètement, c'est une année, 8 séances sur 8 thèmes différents, un petit enseignement très simple, pas intellectuel, des exercices, des groupes de partage, de l'amitié, voilà. Puis on se voit 8 fois comme ça, et on essaie non pas de se former, mais de se transformer par le parcours. Alors Pierre Gomez, une autre vérité très simple sur laquelle vous aimez vous prononcer, c'est: j'ai beaucoup aimé la valeur du mot travail. Vous aimez parler du mot travail et lui redonner toute sa dimension. Le mot travail qui semble disparaître parce qu'on parle de reporting, vous dites, on parle de business plan, de résultats, mais on ne parle pas du travail en tant que tel et de ce qu'il signifie. Alors c'est l'objet de débats, y compris avec des amis chrétiens. Hein. Est-ce que le travail, c'est très important dans la vie? Est-ce qu'il n'y a pas plus important que le travail? Moi, je vous donne ma position. Moi, je crois que la liberté de l'être humain, elle passe par sa capacité à agir sur le monde. Lorsqu'on on est privé des moyens d'action sur le monde, on est esclave du monde. Et donc, que le travail, c'est pas un détail pour gagner sa vie. Je parle pas du travail professionnel, là. Hein. Je parle de toute forme de travail, qui commence par le travail domestique, le travail d'éducation des enfants, le travail collaboratif dans les associations. Tout ça, c'est du travail. Hein. C'est pas que le travail en entreprise. Mais quand on n'a aucun moyen d'agir sur son monde, on n'est que consommateur. On n'est que consommateur du monde. Donc, on en est esclave. On est esclave de l'esprit du monde, on est esclave du monde. Ça c'est ma conviction profonde, et c'est pour ça que je crois que l'émancipation de la personne passe
parce qu'on travaille. Je partage ça avec la grande philosophe Simone Veil, hein, c'est tout le thème de l'œuvre de Simone Veil sur le travail. Simone Veil, W-E-I-L, bien sûr. Son thème, c'est il ne s'agit pas de priver les personnes de travail pour les émanciper. Au contraire, en faisant des rentiers ou je ne sais quoi, il s'agit de leur donner les moyens de contrôler leur travail, de pouvoir avoir une relation au monde et aux autres par un travail évidemment ajusté, évidemment ennoblissant, évidemment à hauteur d'homme, un travail qui honore la personne humaine. Bon, ici je fais une petite incise parce que quand je dis ça, on me pose régulièrement, et notamment une fois, on me l'a dit à la fin d'une conférence, avec beaucoup d'émotion, une personne est venue me voir en me disant « Oui, vous dites ça, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ma mère est sur un lit d'hôpital, elle ne peut plus bouger, on dit que c'est un légume, alors ça veut dire que parce qu'elle ne peut pas travailler, elle n'a plus de rapport au monde, etc. » Et je vous réponds ce que je lui ai répondu à ce moment-là, mais au contraire, cette personne, parce qu'elle motive le travail absolument gratuit, d'un personnel médical, de médecins, d'amis, d'un corps social qui l'entoure et qui continue de la porter jusqu'à sa mort naturelle, cette personne, elle, même si elle n'arrive pas à travailler elle-même, elle rend le travail des autres tellement noble, que c'est tout le travail humain qui est ennobli par sa propre incapacité à travailler. Et c'est pour ça qu'on peut défendre avec énergie, même quand on est, comme moi, un partisan de l'émancipation par le travail, cet accompagnement des personnes jusqu'à la fin naturelle, parce que au-delà du fait qu'on respecte la vie humaine, etc., la dimension morale, il y a une dimension sociale, politique très importante. Et voilà, politique, c'est que ça crée une société qui accepte de mettre son énergie pour honorer la vie et non pas de mettre son énergie pour envoyer des fusées sur Mars ou je ne sais quelle dépense totalement inutile et sans intérêt. Voilà. Et ça, ce travail est tellement merveilleux. Et on l'a vu pendant la crise de la Covid. On a vu soudain que ces personnes qui se dévouent, c'est tellement beau, Voilà. Et c'est tellement beau de rendre compte du fait que le travail nous met au monde, nous émancipe. Voyez, et on n'est pas simplement un chiffre, le produit d'un reporting, un pion qu'on déplace sur un tableau Excel. On est une personne qui travaille, ou en l'occurrence, par laquelle les autres peuvent exercer une magnifique activité de travail. Alors, vous, Pierre-Yves Gomez, qui formez les managers de demain, c'est quoi les conseils les plus basiques pour faire un manager idéal? C'est quoi un manager idéal, en fait? Ça, je ne sais pas. Je me garderais bien de trouver un idéal. Ce que je dis aux jeunes quand on parle de ça, c'est que d'abord, c'est un travail sérieux. On ne peut pas être manager parce qu'on n'est pas médecin et parce qu'on n'est pas ingénieur, comme certains. Vous savez, on vous dit ça des fois au concours d'entrée, on vous dit je choisis cette carrière parce qu'en fait, non, je ne pouvais pas être médecin, et puis non, je n'étais pas bon en maths, donc je ne pouvais pas être ingénieur. Non. Si tu choisis la carrière de manager, c'est parce que tu penses qu'il y a une responsabilité vis-à-vis des hommes et des femmes que tu vas conduire, que tu vas accompagner, et que tu as cette noble et très belle tâche d'accompagner les personnes dans leur travail. Donc, ce que je leur dis, c'est que c'est comme toutes les activités de travail, il y a une dimension noble, et que si on ne la noblit pas nous-mêmes, il ne faut pas s'étonner qu'elle soit dégradée et dégradante. Donc voilà, je rappelle qu'un manager, c'est d'abord un homme et une femme, c'est d'abord une dignité, c'est d'abord un choix, c'est d'abord une liberté, et que c'est ça qu'il faut manifester autant qu'on le peut lorsqu'on est manager. Ensuite, bien sûr, il y a toutes les contraintes de management, il y a toutes les techniques, et on les accepte, pour autant qu'on a les moyens de les accepter. Si on ne les accepte pas, on change. Dans un de vos textes, vous écrivez que le manager, c'est celui qui épanouit le travail des autres. Oui, c'est à ça que sert le manager, il accompagne. Alors, le marxiste que j'ai pu être et que je comprends la logique, je dirais, il est peut-être bien naïf. Le manager, c'est celui qui conduit à l'exploitation des autres
C'est possible quand on regarde le système. Mais moi, j'essaie de regarder les choses à hauteur d'homme. J'essaie de regarder les choses, en tout cas dans cet entretien, à partir de la vie du manager. Eh bien, la vie du manager, elle est épanouissante et réussie dans la mesure où lui-même arrive à épanouir les autres. Et ça, c'est du vécu. Du vécu, c'est pas c'est pas de l'idéal, c'est pas de l'abstraction comme les grands modèles économiques, c'est du vécu. Je vois bien que les managers qui sont heureux sont les managers qui ont une équipe dans laquelle les gens se sentent bien, qu'eux-mêmes se sentent bien dans leur équipe, et qu'ils ont le sentiment de faire des choses utiles et d'être eux-mêmes utiles. Ce qui est vrai de tout travailleur, par parenthèse. Hein. Ça vous arrive de déconseiller des étudiants de devenir manager? Régulièrement. Au moins 1 ou 2 fois par an, oui. J'ai des étudiants qui viennent me voir, qui se posent des questions, et en discutant en conscience, je leur dis, mais pourquoi tu es là, quoi? Tu es sûr que c'est ça qui va te rendre heureux dans ta vie? Mais tu es jeune, n'hésite pas à bifurquer. Tu n'as aucune obligation à être manager. C'est une très belle fonction, un très beau métier. Encore faut-il l'accepter comme une belle fonction et un beau métier. Si c'est pas ton truc, change. Oui, la vie a pour vocation de rendre heureux et d'épanouir et de dilater, pas de se contracter. Moi, j'ai rencontré comme ça des jeunes qui sont devenus prêtres. Hein. Et pas de mon fait, bien entendu, mais en discutant, s'est révélé pas le désir, parce que évidemment le désir était là et que le jeune était déjà sur cette voie, mais il était encore, je me souviens de 2, il était encore dans une logique, oui, mais si je lâche, est-ce que je fais bien, etc. Et le fait d'entendre un prof connaissant bien l'affaire, hein, étant dans le monde de l'économie, lui dire, écoute, choisis ta vocation, choisis pas ce que le monde voudrait que tu choisisses, choisis ta vocation. Et c'est très bien. J'en connais 2, ça a pu, j'espère que ça a contribué, disons, à ce qu'ils acceptent une vocation qui était déjà là, évidemment. C'est quoi le signe de la vocation? Comment est-ce qu'on sait qu'on a une vocation en telle voie ou telle autre? C'est dans mon expérience, là encore, hein, je ne voudrais pas donner l'impression d'avoir réponse à tout comme ça, hein, mais dans mon expérience, quand je parle avec ces jeunes, voilà ce que je leur dis. Rappelle-toi une situation dans laquelle tu t'es senti bien. Tu as fait quelque chose et tu as senti que tu étais bien. C'est-à-dire que tu étais vraiment toi-même, tu étais vraiment dilaté, épanoui, voilà. Et alors, voilà, on partage. Eh bien, voilà, ma petite expérience, c'est de dire, à partir de ça, travaille ça. Si tu étais bien là, à ce moment-là, c'est que c'est peut-être là que tu as appelé. J'en ai eu un comme ça, je raconte ça dans un TED, qui voulait devenir trader à New York, et quand je lui ai posé la question, oui. il a eu un temps d'attente, et il m'a dit que le moment où il était bien, c'est quand il était à Madagascar et qu'il s'occupait des lépreux, parce qu'il était parti 2 ans. Et il s'est mis à pleurer. Et là, vous dites, voilà, mon garçon, écoute-toi, quoi. T'étais bien là. Et quand il m'a dit ça, c'était pas oui, je me souviens, c'est une belle expérience. Il a senti en lui-même que c'était le moment où il était pleinement lui-même, il était vraiment bien. Je lui ai dit, voilà, travaille là-dessus. Alors pour vous dire que ça ne réussit pas à tous les coups, il est devenu trader. Hein. Ah, quand même. Oui, il est pas. Mais bon, voilà, je suis pas là pour orienter, simplement pour essayer de. Il est parti trader. Je sais pas s'il est devenu finalement, hein, et s'il est heureux. En tout cas, ma modeste contribution, c'est à ces jeunes gens et ces jeunes filles, c'est leur dire il y a autre chose que le management. Vous avez choisi cette carrière, choisissez-la de manière responsable et pour la beauté de la carrière. Si c'est pas le cas, si ça vous touche pas, c'est que vous êtes touché par quelque chose d'autre. Essayez d'y travailler avec quelqu'un qui est spécialiste et qui va vous aider. Hein, mais écoutez-vous. Alors, ce qui fait la vocation pour moi, c'est vraiment cet appel. Hein, c'est le désir rend heureux. Hein, dans l'esprit de Saint Ignace, la preuve de l'appel de Dieu, c'est le bonheur qu'on trouve à y répondre. L'œuvre de l'Esprit Saint, c'est amour, joie, paix. C'est quelque chose qui rend paisible. Et on peut retrouver ça dans des discussions et avec des jeunes qui ne sont pas chrétiens et auxquels je ne parle pas du tout, évidemment, de dimension spirituelle ou de Dieu, évidemment, parce que je m'arrive très rarement de parler avec des étudiants. Mais même tout étudiant, il y a un appel. Un mot que vous prononcez souvent,
une phrase, ce qui fait dilater la personne. Je crois que vous aimez justement qu'on écoute en fait ce qui nous fait dilater, les appels du cœur. Oui, dilater, un très beau livre de Jean-Louis Chrétien, le grand philosophe chrétien, justement, sur la dilatation. C'est un thème récurrent dans l'œuvre des grands spirituels. Ce qui fait l'œuvre de l'esprit en nous, c'est qu'on grandit, on se dilate. Ce qui fait l'œuvre du mauvais esprit, c'est qu'on se contracte, l'avarice, on se contracte sur soi, l'orgueil, le repli sur soi. Ça, on se contracte, on est comme une sorte de pois chiche devenant sec. Ce qui fait l'œuvre du royaume, l'œuvre de Dieu, c'est la dilatation, c'est la petite graine qui devient un arbre. Bon. Et je crois que ça, c'est toute la vie chrétienne, et c'est toute notre vie, et c'est notre perspective. C'est une perspective de dilatation. Nous sommes créés pour être plus grands que ce que nous sommes, toujours plus grands que ce que nous sommes, parce que nous sommes créés pour le plus grand, par le plus grand, pour le plus grand. Donc, on ne sera jamais assez dilaté, assez grand. Voilà, je crois que tout ce qui nous dilate, le bonheur, la joie d'être, la rencontre, l'abandon de nos craintes, tout ce qui nous permet que la main s'ouvre, qu'elle se resserre pas sur la rampe, sur le masque, sur tout ce qui nous protège et qui fait barrière, tout ça, ça nous dilate. Et tout ça, ça nous rend davantage hommes et femmes. Quand on est aujourd'hui gouvernant ou cadre, ou même qu'on travaille dans une entreprise et qu'on est stressé notamment par les enjeux actuels et les inquiétudes, on fait comment pour garder cette dilatation? Qu'est-ce que vous conseillez? C'est une question que je me pose souvent à moi-même, parce que je suis moi-même stressé par les entreprises, par ma vie agitée. Ne croyez pas que que j'ai comme ça une sorte de vie dans une tour d'ivoire. Oui, je suis comme ça. Et mon recours, et dans le nom du Seigneur, comme dit le psaume, mon recours, c'est la parole. Ça, je crois que le retour constant à la lecture et à la mastication de la parole, c'est notre recours. C'est-à-dire que la parole, c'est comme la doctrine de l'Église, hein, c'est comme toute la puissance, comment dire, tout le royaume que nous portons. Hein. Ce sont pas des impératifs, ce sont des invitations à vivre. Et la parole, c'est une façon d'entrer de nouveau dans la vie, de devenir réaliste en écoutant Dieu nous parler. Et en faisant cet acte de foi, en lisant et en mastiquant la parole, qui peut être l'évangile du jour, hein, c'est pas la peine d'aller chercher l'évangile du jour, en le mastiquant, en restant un moment, de trouver le guide, la ligne directrice, ce qui remet les choses à leur place, et ce qui fait que le cœur battant du monde, ce sont jamais nos petits soucis, nos petits détails, nos mimétismes, nos modes, nos maquillages. Le cœur battant du monde, c'est lui. Le cœur battant du monde, il est là devant nous, et nos yeux sont aveuglés par nos préoccupations quotidiennes, par nos tout petits soucis, ou nos grands soucis, mais ils sont aveuglés, et la parole nous permet, Jean-Louis Chrétien fait une belle analyse entre la parole permet de voir. La parole décide. Lorsque Jésus guérit, il ouvre les yeux par une parole. La parole permet de voir. Et donc, voilà, pour échapper à ce que vous dites, là, pire que les grands problèmes du monde, les tout petits problèmes du monde, les tout petits ennuis, c'est ça qui nous tue, hein, ces petits irritants du quotidien qui nous détournent, qui nous irritent, qui nous conduisent à être à la fois orgueilleux, coléreux, inattentifs aux autres. C'est le retour à la parole, en tout cas pour moi, qui me remet sur les rails, voilà, qui ouvre de nouveau mes yeux. C'est une pratique quotidienne des lectures de la Bible? Je l'essaie, oui. J'essaie de le faire, oui. Ça fait partie de mon hygiène de vie. Pierre-Yves Gomez, on arrive au terme de cette rencontre, et j'aimerais, pour terminer cette discussion avec vous, évoquer votre devise. Vous dites que vous avez une conviction forte, c'est que vous croyez à la vérité.
Et votre devise, vous dites, c'est la vérité vous rendra libre, Jean 8, 32. Ça illustre bien ce qu'on a dit pendant tout ce propos, puisque vous avez beaucoup parlé de la liberté et de la vérité. C'est pas compliqué d'unifier cette vérité quand on est à la fois enseignant, chercheur, homme et chrétien? Alors pour l'anecdote, je raconte une anecdote drôle. J'avais un journaliste m'avait posé la question quelle est votre devise et j'avais dit la vérité vous rendra libre. Il me dit Confucius. Je dis non, Jean 8, 32. Et ce qu'il avait surpris, il n'imaginait pas que dans l'Évangile il pouvait y avoir une phrase aussi confucéenne. Vous voyez. Alors la vérité vous rendra libre. Très belle phrase qui pour moi, c'est un programme de vie ça. Alors merci de dire que si vous l'avez retrouvé dans l'entretien, parce que effectivement les mots-clés de ma vie, c'est libre. Un être humain, un être devient toujours plus humain quand il se dilate et donc il est de plus en plus libre à l'image de la liberté de Dieu. Et la vérité, parce que je crois fermement qu'il y a une vérité qui n'est pas une vérité de science, qui n'est pas une vérité de théologie, qui n'est pas une vérité de savoir, qui est une vérité de rencontre. Moi, je suis très marqué. Alors, c'est lié à René Girard, mais je ne peux pas vous raconter ça aujourd'hui, peut-être un autre entretien, par cette rencontre entre Jésus et Pilate au début du procès de Jésus. Pilate se trouve devant Jésus et il lui demande mais est-ce que tu es le roi des Juifs, etc. Et vous connaissez les réponses de Jésus qui dit c'est toi qui le dis déjà. Tiens. Tu énonces une parole, mais est-ce que tu sais ce que tu dis quand tu dis ça? Bon. Et puis, il donne une sorte de définition par défaut du roi des Juifs. Il dit si j'étais, si mon père voulait vraiment me sauver, il enverrait des légions d'anges, hein, ce qui paraît du bon sens, très bien. Et il termine en disant celui qui me voit la vérité. Enfin, c'est le sens de la phrase. Celui qui me voit la vérité. Et la réponse de Pilate, c'est « qu'est-ce que la vérité ?» C'est-à-dire qu'à ce moment-là, unique dans l'histoire de l'humanité, nous avons un homme, Pilate, qui est placé devant un autre homme qui lui fait voir ce que peut être la vérité. Et la réponse de Pilate est une réponse intellectuelle. Il va se poser la question abstraite, mais au fond, comment définir la vérité? Alors qu'il l'a devant lui. Et la suite de l'histoire, on la connaît bien, c'est que Pilate, qui voudrait être juste, va être injuste puisqu'il a condamné l'homme qui voulait libérer. Parce qu'il ne peut pas échapper au mimétisme et à l'esprit du monde. Il va être obligé de condamner Jésus. Moi, ça m'a beaucoup, dans les discussions avec René Girard, ça m'avait beaucoup marqué. Parce qu'on a le principe même de ce que c'est que la vérité pour un chrétien. C'est pas une vérité intellectuelle. C'est pas une vérité de dogme. C'est une vérité de rencontre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est une vérité de rencontre, c'est une vérité existentielle, c'est une vérité qui me touche quant à mon existence même. Et cette vérité, je ne peux ensuite que la chercher de manière dégradée, je dirais, enfin dégradée, par ses éclats dans la science, dans les sciences sociales, dans les rapports aux autres, mais son cœur, c'est cette rencontre qui est, en conséquence, le roc, l'étalon, la certitude, le fondement de toute vérité, c'est cette rencontre. Voilà, ça c'est ce qui m'anime, ce qui fait que je crois être intellectuellement très libre. Alors là, je peux utiliser n'importe quelle théorie marxiste, etc. Ça m'est totalement indifférent parce que c'est pas là que se situe la vérité. La vérité se situe dans la rencontre avec le Christ, et de cette rencontre-là, découle la recherche de ces vérités partielles, comme dit saint Paul, qui nous conduisent à voir un peu mieux le monde par des éclats, mais un jour, nous verrons tels que nous sommes. Voilà ce qui m'anime. Donc, la vérité vous rendra libre. C'est cette liberté, je crois, des enfants de Dieu, qui savent que la vérité à laquelle ils réfèrent, c'est lui. C'est lui, avec un L majuscule, c'est lui. Et qu'à partir de cette vérité-là, qui est une vérité de foi, je sais qu'en toi, j'ai mis ma confiance. Alors, je suis libre. J'aime beaucoup, vous savez pas, vous avez peut-être lu, que j'aime beaucoup Claudel. Je suis un grand passionné de Claudel. Voilà. Et notamment ce magnifique vers d'un poème qui s'appelle, je crois que c'est l'hymne à Saint-Louis.
pour la fête de Saint-Louis. Je suis libre et la prison autour de moi, c'est la lumière. Je crois que Claudel a dit magnifiquement dans ce vers tout ce que c'est que la liberté chrétienne. C'est à la fois cette espèce de prison incroyable d'être dans la lumière, mais voyez, pas la lumière de l'éclairer, de l'illuminer, comme ça, qui se croit séparé du monde. Mais celui qui se sent libre, parce qu'il sait que la seule chose qui peut l'emprisonner, c'est la lumière de la vérité. Pierre-Yves Gomez, merci infiniment pour ces paroles fortes. Je voudrais remercier les auditeurs de Zétéo pour leur fidélité. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages d'encouragement qui nous font chaud au cœur. Je voudrais remercier particulièrement Frédéric Van Hems, grâce à qui nous avons pu nous rencontrer. Je voudrais remercier Xavier Goulard qui est derrière les manettes. Merci à tous les auditeurs qui ont répondu à nos appels, à ceux à soutenir Zétéo par leurs dons. Certains dons sont importants, d'autres modestes, mais tous sont indispensables. Et tous témoignent aussi de votre attachement à Zétéo. Nous vous en sommes très reconnaissants. Alors Zétéo doit pouvoir continuer sa mission d'évangélisation au plus grand nombre par les podcasts gratuitement. C'est pourquoi je renouvelle cet appel à tous ceux d'entre vous qui pourront rejoindre notre effort par un don. Il suffit pour cela de voir les liens qui accompagnent ce podcast ou d'aller sur notre site zétéo.fr. Un dernier message aussi à ceux qui écoutent Zétéo sur iPhone, iPad, iTunes. Donnez votre avis, donnez un maximum d'étoiles à Zétéo, c'est important. Cela permet à Zétéo d'être de mieux en mieux référencé, donc de plus en plus connu. D'avance, merci. À nouveau, Pierre-Yves Gomez, je voudrais vous remercier pour votre participation. À bientôt, j'espère, pour un prochain podcast. Merci à vous. Pourquoi et merci pas pour ce que vous faites, bien sûr. Merci beaucoup. À bientôt, chers auditeurs, pour un prochain podcast.